Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Driss Safak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite bien entendu à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, nous allons aller dans la continuité de la première en présentant bien entendu les concepts, mais bien entendu ici, nous allons entrer un peu plus dans les détails techniques. Donc, on va essayer de comprendre déjà des termes assez techniques tels que c'est quoi un pip, c'est quoi une marche, c'est quoi un bearish market, c'est quoi un bullish market, c'est quoi par exemple un long ou un short. Donc, on va entrer un peu plus en détail sur des termes pareils afin de te permettre de te familiariser, d'accepter en fait, de pouvoir comprendre le langage qui est très souvent utilisé dans ce marché afin de pouvoir davantage maîtriser. Donc, sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, dans cette nouvelle vidéo qui est dans la continuité du tout premier, on va essayer d'entrer un peu plus en profondeur dans les terminologies qui vont nous aider à comprendre d'un point de vue technique ce que c'est que le marché des devises. Ok, ce sera hyper intéressant, donc je t'invite bien entendu à prendre une tasse de thé, une tasse de café, un verre d'eau ou alors une bouteille d'eau carrément et un cahier de notes parce qu'il y aura pas mal d'informations qui vont sortir de cette vidéo. Et si tu ne comprends pas un élément, tu peux en effet mettre pause, retourner, réécouter afin de pouvoir bien saisir le concept. D'accord? Il y aura énormément d'éléments techniques, donc je t'invite bien entendu à te concentrer énormément afin de pouvoir maîtriser davantage de quoi il s'agit. Okay? Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais bien entendu te préciser que je publie 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, je t'invite bien entendu à cliquer sur la cloche de notification et à t'abonner afin de ne pas rater la publication progressive de ces vidéos, car ce sera véritablement bien organisé et bien structuré afin que tu puisses maîtriser très bien les bases. C'est hyper important. Aussi, je t'invite bien entendu à partager avec la communauté, tes proches, tes amis, tous ceux que tu connais, peut-être que tu ne connais pas et qui pourraient potentiellement intéresser car ça pourrait aider plus d'un. Donc, voilà. Et aussi, je voudrais préciser une chose, c'est que en fonction des éléments que tu n'auras pas compris dans la vidéo, je t'invite bien entendu à me dire ça en commentaire, ce que tu n'as pas compris et est-ce que tu aimerais qu'on aborde cela dans un live le dimanche. Parce que le dimanche, je réponds aux questions des abonnés. Je réponds aux questions des personnes qui viennent intervenir au live. D'accord? Donc, dis-moi en commentaire les éléments que tu n'auras pas compris dans le processus que je vais dérouler ici pour ce slide et dis-moi si tu es intéressé à suivre un live YouTube le dimanche et comme ça, je pourrais organiser tout ça et vous publier l'heure et la date, bien entendu. Bon, le dimanche, donc je pourrais publier l'heure à laquelle on pourrait organiser tout ça. OK? Donc, on va attaquer maintenant les objectifs du chapitre et pour être simple, ce chapitre se décline en fait en 8 principaux objectifs. Le premier serait de comprendre véritablement ce que c'est que le prix du marché sur les devises. Et ensuite, il serait plutôt intéressant de comprendre qu'est-ce qui crée le mouvement des prix, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait la dynamique des prix? Qu'est-ce qui fait bouger le prix? Ça, c'est un élément, c'est un point qui est assez important à comprendre afin de pouvoir, bien entendu, maîtriser les mécanismes, maîtriser les stratégies qui vont être déployées aussi sur cette chaîne YouTube. Donc, je t'invite bien entendu à être très, très vigilant et très, très
attentionner à ce que je vais essayer d'expliquer à ce niveau. Ensuite, on va essayer de comprendre, bien entendu, ce que c'est que une bougie, ce que c'est qu'un chandelier. En anglais, on parle de candle. Et donc, du coup, il faut déjà comprendre, bien entendu, quelles sont les informations que ce genre de terme-là dérive, n'est-ce pas? Quelles sont les informations que ces termes-là nous nous renvoient et comment donc les exploiter afin de pouvoir optimiser notre stratégie qu'on va déployer, n'est-ce pas? Ensuite, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un bid, ce que c'est qu'un ask, ce que c'est qu'un spread ou alors des commissions. Bien entendu, ces éléments-là sont des points techniques, mais qui vont être hyper utiles à l'effet de maîtriser essentiellement les coûts qu'on est prêt à supporter à l'effet de pouvoir passer un ordre d'achat ou de vente d'un produit financier. Ensuite, on va essayer de comprendre les concepts long, short, bullish, bearish, afin de pouvoir bien entendu comprendre aussi le contexte dans lequel nous nous situons sur les marchés. Et après, on va attaquer les notions relatives aux leviers et aux lots sur les marchés. Et ensuite, on va comprendre bien entendu, on va essayer de comprendre bien entendu ce que c'est que le PIP, qui est en fait un vocabulaire ou alors un terme technique qui est très populaire dans les marchés de devises. Et ensuite, on va bien entendu comprendre ce que c'est qu'une marge. Et enfin, on va déployer de manière plus ou moins brève ce que c'est que les CFD ou alors les Contract for Difference. Alors, sans plus tarder, attaquons donc le premier point qui est le prix. Alors, comme j'avais déjà dit dans le premier chapitre, le prix n'est rien d'autre que le point de rencontre entre ou alors, le prix n'est que la résultante de la rencontre entre l'offre et la demande. Rappelez-vous bien de ce que j'ai dit dans le premier chapitre. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier chapitre, je vous invite à arrêter d'abord cette vidéo, allez écouter le chapitre précédent qui va vous permettre de fixer les bases qui vont être utiles pour la suite. Ça, c'est très important. Il faut suivre les vidéos de manière vraiment progressive, d'accord? Et donc, du coup, comme je disais tantôt, le prix n'est rien d'autre que la résultante, ou alors la valeur résultante à l'effet d'un mécanisme de rencontre entre l'offre d'un côté et la demande. Donc, je rappelle tout simplement, on a un côté des personnes qui veulent vendre des euros potentiellement et qui détiennent qui veulent vendre des euros pour détenir des dollars. Et d'un autre côté, des personnes qui veulent acheter des euros pour pouvoir veulent acheter des euros, mais veulent délivrer dans des dollars en contrepartie. N'est-ce pas? Donc, ici, c'est tout simplement ce mécanisme-là qu'il faut voir. Et rappelons très bien que le prix est aussi, en fait, évalué comme la valeur d'une devise en fonction d'une autre. Donc ici, quand on va parler d'un prix, c'est le prix d'une paire de devises. C'est-à-dire, on met en exergue ici deux monnaies, n'est-ce pas, qui interagissent et qui permettent de définir ce qu'on appelle prix. Et le prix est aussi appelé taux de change. Ça, c'est à titre de rappel pour le chapitre précédent. Donc, ici, on va prendre l'exemple du USD CAD, donc la paire de devises USD CAD. Et ici, à l'exemple, on nous dit la valeur de l'USD CAD à la fin de la journée du 4 septembre 2020 a été évaluée à 1,3050. Ça voudrait tout simplement dire qu'à la fin de la journée du 4 septembre 2020, les échanges été conclus au point où l'offre et la demande sur cette paire de devises s'évaluaient à 1,3050. D'accord? Et comment est-ce qu'on interprète cela? On interprète cela en disant tout simplement que à la fin de la journée du 4 septembre 2020, 1 dollar USA valait 1,3050 dollars canadiens. C'est-à-dire, pour détenir 1,3050 dollars canadiens, il fallait que je débourse 1 dollar USA. N'est-ce pas? Et ici, lorsqu'on voit la paire de devises
USD CAD, n'est-ce pas? USD CAD. Le USD ici est vu comme la monnaie de base. OK? Et le dollar canadien est observé ici comme la monnaie de cotation. OK? Et pour un résident du Haut-Canada, on parlera de cotation à l'incertain, puisqu'il est évalué à la cotation. Et pour celui qui est situé aux États-Unis, on parlera de cotation au certain. D'accord? Mais une fois qu'on a présenté ces éléments-là, mais je ne vais pas entrer dans les détails relatifs aux cotations incertains et certains. Ce sera intéressant, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de ce chapitre. OK? Mais si vous êtes intéressé à savoir un peu plus, dites-le moi en commentaire et on pourra voir dans quelle mesure le faire. D'accord? Et ce que je voudrais préciser ici, c'est que il serait maintenant bien intéressant de savoir quels sont les éléments, les facteurs qui pourraient potentiellement influencer le prix. Mais avant d'entrer dans ces éléments-là, il serait plutôt, bien entendu, intéressant de comprendre d'abord ce mécanisme technique qu'il va falloir retenir au fur et à mesure lorsqu'on pourra analyser des paires de devises. OK? Alors, lorsque je prends l'exemple de la paire de devises USD CAD, déjà, d'entrée de jeu, sur les plateformes, vous aurez l'occasion de voir écrit USD CAD ainsi, n'est-ce pas? Où on a USD et CAD tout collé. Ou alors, vous aurez à voir aussi USD, n'est-ce pas? CAD avec un slash comme ça. D'accord? Donc, lorsqu'on va dire USD CAD, comme ça, c'est la même chose que le tout premier ici présent. D'accord? Ceci, il faut retenir dès maintenant. Il faut prendre ça et consigner à votre esprit que lorsqu'on écrit en fait USD CAD ou USD/CAD, ceci traduit en fait de manière implicite le ratio USD CAD où on a de manière implicite la monnaie USD au numérateur de la fraction ici et la monnaie du dollar canadien au dénominateur de notre fraction. D'accord? Ce qu'il faut maintenant essayer de voir ici à ce niveau, c'est que il serait intéressant de voir comment cette paire de devises-là va changer à l'effet du changement soit de la monnaie USD, soit de la monnaie dollar canadien ou encore CAD. OK? Commençons avec le USD. Si l'on observe que la valeur du dollar US augmente, c'est-à-dire on a ce phénomène-ci, si la valeur de la monnaie USD augmente au cours d'une certaine période fixée et que toute chose soit égale par ailleurs, c'est-à-dire rien d'autre n'a changé ailleurs, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si par exemple si cet élément-ci augmente, qui est la valeur de USD tel qu'on l'a dit sur le premier point, qu'est-ce qui se passe pour tout ce ratio? Il se passe que ce ratio va augmenter, sachant que rien n'a changé ailleurs, c'est-à-dire le dollar canadien n'a pas varié par ailleurs. D'accord? Par contre, si jamais le dollar USD baisse, si la valeur de ce numérateur baisse, n'est-ce pas? On a la baisse de l'USD. Qu'est-ce qui se passe pour le ratio? Il se passe que ce ratio-là va baisser, n'est-ce pas? Très important. De la même façon, on va voir que si jamais la valeur du dollar canadien augmente, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire le USD n'a pas varié, alors qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le ratio va plutôt faire comment? Le ratio va baisser, n'est-ce pas? Le ratio va baisser. Et ensuite, si on a plutôt la monnaie dollar canadien qui baisse,
cela se traduirait bien entendu par une augmentation de la paire de devises USD CAD. OK? Donc, ça, c'est des éléments clés qui vont nous être utiles afin de pouvoir rapidement comprendre les interprétations ou alors les résultats d'interaction qui se sont manifestés sur les marchés. D'accord? Très bien. OK. Donc, du coup, il serait maintenant intéressant d'entrer dans le véritable sujet ici parce que ça, c'était juste une parenthèse qui va nous être utile pour la suite, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui fait que le prix change? Qu'est-ce qui affecte les changements du prix? D'entrée de jeu, il faut comprendre qu'il y a l'offre et la demande. Ça, c'est tout naturel. L'offre et la demande, on l'a vu précédemment dans le chapitre précédent. On a vu que le prix était le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande. Lorsque l'offre est plus grande que la demande, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix va faire comment? Le prix va baisser. Et lorsque l'offre est plus faible que la demande, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le prix va augmenter, n'est-ce pas? Ça, c'est un mécanisme naturel qu'on observe dans tous les marchés. N'est-ce pas? Donc, il est très important déjà d'avoir en tête cet effet-là. OK? Donc, on aura les vendeurs et les acheteurs sur les marchés comme dans tout autre marché. Et du coup, on va observer, bien entendu, un ensemble de variables et dire, bon, OK, qu'est-ce qui se passe? Le prix va en train de monter. Ça veut dire que la demande est plus forte que l'offre en cet instant-là. OK? Et vice-versa. Donc, le deuxième point ici qu'il faut évoquer, c'est que la balance commerciale d'un pays est un élément qui affecte bien entendu la paire de devises. D'accord? C'est quoi la balance commerciale? Ce n'est rien d'autre que la différence entre les exportations de ce pays et les importations de ce pays. Qu'est-ce qu'on entend par exportation, importation? Les exportations, c'est l'ensemble des produits, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des biens et services, disons comme ça, ou alors des produits, ou alors des produits et services qui ont été produits dans le pays concerné et qui ont été vendus à l'extérieur de ce pays ou alors aux étrangers. D'accord? De même, les importations, c'est plutôt les produits qui ont été achetés aux entreprises étrangères, qu'elles soient situées dans le territoire ou pas. OK? Donc, voilà de manière plus ou moins résumée la définition des exportations et importations. Donc, si je prends l'exemple du macabo, n'est-ce pas? On prend le Cameroun qui produit du macabo, n'est-ce pas? Imaginons un seul instant que le Cameroun produit du macabo et le vend au Tchad, n'est-ce pas? Ou alors en Chine, prenons la Chine pour être plus clair, n'est-ce pas? Supposons que le Cameroun produit du macabo et vend à la Chine. La production de macabo qui est vendue en Chine n'est rien d'autre que des exportations de macabo. D'accord? Et supposons maintenant qu'en contrepartie, la Chine produit, disons, des avions et renvoie et vend au Cameroun. D'accord? Ça voudrait dire que l'ensemble des avions achetés par le Cameroun à la Chine sont appelés importations. Maintenant, comment est-ce qu'on évalue la balance commerciale? On va évaluer tout simplement l'ensemble des achats qu'on a fait à la Chine, moins l'ensemble des ventes que la Chine nous a faites en termes d'avions. Okay? Ça, c'est pour simplifier. D'accord? Et si jamais les exportations sont supérieures aux importations, ça voudrait tout simplement dire qu'on est dans une situation où la balance commerciale est excédentaire. Par contre, si les importations sont supérieures aux exportations,
Ça voudrait tout simplement dire que la balance commerciale est déficitaire. Ça, c'est des définitions simples, ok? Qu'il faut retenir. Donc, quand on dit balance commerciale excédentaire, ça veut dire que l'ensemble des choses que le pays Cameroun a vendues à la Chine a été supérieur en termes de valeur libellée en dollars, supposons, comparé à l'ensemble des choses que la Chine a vendues au Cameroun. Ok? Et de même pour la balance commerciale déficitaire. Mais qu'est-ce que ça implique, ces phénomènes de balance commerciale excédentaire et balance commerciale déficitaire? Ce que ça implique, c'est que lorsque la balance commerciale est excédentaire, cela se traduit par le fait que il y a eu plus de ventes venant du Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun a vendu plus qu'il en a acheté. Ça voudrait dire que si le Cameroun a vendu plus à la Chine, pour que les Chinois achètent au Cameroun, elles ont dû demander du franc CFA afin de pouvoir se permettre d'acheter le macabo camerounais. D'accord? Ensuite, lorsqu'on dit que lorsqu'on est dans une telle situation, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que toutes choses étant égales par ailleurs, supposons que on a notre taux de change franc CFA, ça c'est juste à titre d'exemple, hein. Franc CFA, monnaie extérieure. D'accord? Si les Chinois ont demandé plus de francs CFA qu'ils n'en ont déployé pour le Cameroun, pour les achats d'avions, alors ça voudrait dire que le franc CFA a en réalité en net, n'est-ce pas? Ce qui voudrait dire que le taux de change franc CFA, monnaie étrangère, qui est la monnaie chinoise ici, donc je vais mettre CNH, comme ça, CHN ou CNH. Qu'est-ce qui se passe? Ce ratio taux de change franc CFA, monnaie chinoise, va augmenter, tout simplement parce que le franc CFA a augmenté. Les Chinois ont plus demandé de macabo qu'ils n'en ont vendu en termes d'avions. Donc, il y a eu plus de demandes de francs CFA qu'il y en a eu des francs CFA sortis. OK? Donc, il y a eu une forte demande du franc CFA et donc, du coup, le taux de change franc CFA, monnaie chinoise, a augmenté. Par contre, si jamais les exportations de macabo du Cameroun sont inférieures aux importations de la monnaie chinoise, pardon, aux importations d'avions venant de la Chine, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que on en a demandé, on a moins demandé de francs CFA qu'on en a renvoyé, qu'on en a reçu. Si on en a demandé moins de francs CFA qu'on en a reçu, ça voudrait dire qu'on a une baisse de francs CFA. D'accord? Donc, on a le franc CFA qui a baissé, n'est-ce pas? Et toutes choses étant égales par ailleurs, le ratio franc CFA, monnaie chinoise, va baisser. OK? Ici, ça augmentait et là, ça baisse. OK? Très bien. Donc, du coup, il est important d'avoir déjà en tête ce genre d'informations parce que lorsque on aura des publications macroéconomiques, on va devoir rapidement utiliser. Mais je vais entrer encore un peu plus en détail sur ce sujet-là lors du déroulement de l'académie que je suis en train de préparer pour les jours qui viennent, n'est-ce pas? Pour l'académie de formation sur les stratégies, n'est-ce pas? Et là, du coup, j'ai aussi pris un exemple assez simple qui est lié au dollar canadien et au dollar américain, comme on l'a vu tout précédemment, n'est-ce pas? Imaginons un seul instant que les États-Unis et le Canada échangent du pétrole. C'est-à-dire le Canada vend du pétrole aux États-Unis et les États-Unis vendent également du pétrole au Canada. N'est-ce pas? En supposant que les exportations agrégées du Canada ont
augmenter relativement aux exportations, qu'est-ce qui se passe? On va dire que la balance commerciale du Canada est excédentaire. N'est-ce pas? On parle de balance commerciale excédentaire. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a, en fait, cela se traduit d'un point de vue plus ou moins implicite par une augmentation de la demande du dollar canadien qui se traduit bien entendu par quoi? Ici, rappelez-vous, on parle de USD4, c'est-à-dire on a notre ratio USD4. Donc, si le dollar canadien a augmenté sur ce ratio, qu'est-ce qu'on a vu dans les slides précédents? On a vu que si on a une telle situation, alors le ratio baisse. D'accord? Par contre, si les exportations agrégées augmentent relativement aux importations au Canada, ça voudrait dire quoi? Ça, c'est diminue, pardon. Parce que là, on s'était augmenté. On se diminue. OK? Ça voudrait dire qu'on a une balance commerciale déficitaire. Balance commerciale déficitaire. Ce qui se traduit bien entendu par quoi? On a encore notre ratio USD 4, ce qui se traduit par une sorte de baisse de la demande du dollar canadien. Et s'il y a une sorte de baisse d'un point de vue implicite, ça se traduit par une augmentation du taux de change USD 4. Ça, c'est des choses qu'on va voir se manifester régulièrement sur les marchés. D'accord? Très bien. Donc, on va maintenant passer par un autre élément qui affecte aussi le prix. Et cet élément-là ici, c'est le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Alors, j'entre un peu dans le détail. Ici, dans chaque territoire administratif, quand je dis territoire administratif, on peut voir ça comme un pays. Dans chaque pays, on a ce qu'on appelle une banque centrale. Et cette banque centrale a pour rôle de faire usage du taux d'intérêt afin de pouvoir maîtriser l'inflation et potentiellement le chômage. N'est-ce pas? Alors, ce que la banque centrale joue comme rôle, c'est de pouvoir donc soit augmenter, soit baisser le taux d'intérêt en fonction de ses objectifs en termes en termes de produit intérieur brut ou alors en termes inflationnistes, n'est-ce pas? Ou ouais, en termes inflationnistes, n'est-ce pas? Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si la banque centrale augmente le taux d'intérêt directeur, qu'on appelle directeur bien entendu, le taux d'intérêt directeur de la banque centrale, ce qui se passe, c'est que pour un investisseur qui va aller à la banque commerciale, qui va bien entendu être affecté par cette augmentation du taux d'intérêt, l'investisseur, lorsqu'il débarque à la banque, il veut emprunter de l'argent, n'est-ce pas, pour pouvoir investir ou alors développer davantage ses investissements sur un territoire. Il sera plus difficile pour cet investisseur de pouvoir détenir le montant qu'il aurait voulu au préalable, n'est-ce pas? Si jamais le taux d'intérêt était à, supposons, 1% et qu'il est passé à 2%, ça veut dire que ce qu'il va payer en termes d'intérêt sur l'emprunt qu'il va faire sera plus cher, n'est-ce pas? Ça se comprend. Donc, du coup, il sera beaucoup plus difficile pour l'investisseur d'accéder au crédit. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que le dollar canadien va avoir un peu plus de valeur. Il va falloir payer plus cher pour l'avoir. Ça prend plus de valeur. De la même façon, pour les consommateurs, c'est-à-dire, quand je dis consommateurs, ici, c'est les ménages, c'est-à-dire n'importe qui avec enfin, des particuliers avec qui ont une maison, une famille, n'importe quoi, n'est-ce pas? Et qui aimeraient peut-être faire un emprunt afin de pouvoir soit s'acheter des meubles de maison ou alors un véhicule ou alors acheter de l'électroménager.
c'est-à-dire l'achat des biens durables, ce qui se passe, c'est qu'il sera également plus difficile pour les consommateurs de pouvoir avoir accès au crédit pour l'achat de ces biens-là. Et donc, du coup, le dollar canadien devient encore plus rare. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand le dollar canadien devient plus rare, il augmente en termes de valeur. Donc, du coup, il faut payer plus cher pour l'avoir. Donc, on a encore notre ratio USD 4 ici. Et lorsque le dollar canadien augmente, toutes choses égales par ailleurs, comme on l'a dit, qu'est-ce qui se passe pour ce ratio? C'est parce que ce ratio va baisser. N'est-ce pas? Très bien. Donc, ensuite, l'autre élément qu'il faut préciser ici, c'est que on a également l'inflation qui peut être une variable qui affecte, bien entendu, la monnaie. N'est-ce pas? S'il y a inflation, quand on parle d'inflation, c'est tout simplement une augmentation générale des prix dans le pays. Okay? Si on évalue, on voit qu'en fait, il y a eu augmentation du taux d'inflation, c'est-à-dire il y a eu une augmentation des prix de manière générale. Qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait tout simplement dire que le pouvoir d'achat est en train de baisser en fait. C'est-à-dire pour le panier de nourriture que la maman avait l'habitude d'acheter peut-être sur le marché à, disons, 1000 francs CFA, elle va devoir peut-être débourser 1200 francs CFA afin de pouvoir acquérir le même panier. C'est ça l'inflation. OK? Et donc, du coup, ça voudrait tout simplement dire que la valeur de la monnaie du pays concerné ici a baissé en termes de valeur. OK? La valeur de la monnaie a baissé. Et du coup, si on se place encore dans le contexte où on considère le dollar canadien comme la monnaie dont on s'intéresse et que c'est l'inflation qui a augmenté au Canada, alors du coup, qu'est-ce qui se passe ici? On revient encore sur notre ratio USD 4. On se rend compte que, sachant que le dollar canadien a baissé et que toute chose soit égale par ailleurs, c'est-à-dire rien n'a changé ailleurs, le USD est resté intact en termes de valeur, ce qui se passe, c'est que ce ratio-ci va augmenter, n'est-ce pas? Donc, on revient toujours encore sur notre ratio qu'on a évoqué au préalable. Donc, ça, c'est des mécanismes qu'il faut bien maîtriser. Je dis bien, si tu ne comprends pas, tu mets pause, tu retournes, tu réécoutes et tu prends des notes. OK? Très bien. Et aussi, on a ce qu'on appelle les flux de capitaux. Les flux de capitaux viennent tout simplement de ce qu'on appelle le différentiel en termes de taux d'intérêt entre deux pays conjoints. On va appeler ça comme ça. OK? C'est-à-dire, supposons qu'on s'intéresse encore au dollar américain, dollar canadien, n'est-ce pas? Et qu'on a un investisseur X. Monsieur X, il dit, OK, j'observe en fait le taux d'intérêt entre le dollar, entre les États-Unis et le taux d'intérêt au Canada. Où est-ce que le taux d'intérêt est plus élevé? D'accord? Si le taux d'intérêt est plus élevé aux États-Unis comparé au Canada, qu'est-ce que je fais? Je vais donc acheter des titres plutôt au niveau des États-Unis. C'est-à-dire, je vais plutôt faire bouger mon argent du Canada vers les États-Unis. Parce qu'en fait, je me rends bien compte que en plaçant plutôt mon argent au niveau des États-Unis, je vais avoir plus d'intérêt à recevoir comparé au Canada. Ça, c'est en fait ce que traduit le flux de capitaux. Donc, le flux de capitaux, c'est juste le mouvement des investisseurs, de l'argent des capitaux d'un pays A à un pays B, sachant que le taux d'intérêt dans le pays où va l'argent a augmenté comparé au pays où le taux d'intérêt est plus bas. OK?
Par ailleurs, il faut aussi citer la psychologie des participants du marché. Ça, c'est très important. C'est quelque chose qu'on est en train d'observer actuellement sur le marché. Et bien entendu, l'effet mouton. L'effet mouton qu'on va observer actuellement et qui est d'actualité sur les marchés financiers, c'est par exemple l'effet GameStop. N'est-ce pas? Mais avant, revenons d'abord à la psychologie de marché. La psychologie de marché, en fait, c'est tout simplement le comportement des participants du marché à l'effet de pouvoir maîtriser le risque. Comment est-ce que les participants du marché maîtrisent le risque? Ça, c'est des éléments qu'il faut bien entendu comprendre. OK? C'est des éléments qu'il faut savoir que la psychologie représente presque 80%. Si tu poses la question à n'importe quel investisseur, il va te dire, la psychologie, c'est un élément clé dans mon processus. Parce que lorsqu'il y a perte, ça affecte notre subconscient, ça affecte notre état d'esprit. N'est-ce pas? Qui aimerait perdre de l'argent? Je ne vois pas grand monde, n'est-ce pas? Et donc, du coup, lorsqu'il y a perte, il y a un effet sur notre comportement qui pourrait bien entendu se retrouver, qui pourrait nous pousser à se retrouver en train de faire des pratiques plutôt malsaines sur les marchés financiers. Par ailleurs, quand je parlais de l'effet mouton, j'ai parlé de GameStop. Bah, à côté, il y a AMC, il y a Nokia. On s'est rendu compte, par exemple, que ici, tout récemment, il y a eu ce phénomène où Elon Musk a fait un post sur les entreprises. Bon, ça, c'était pas d'abord, ça, c'est pas d'abord Elon Musk, mais c'est plutôt d'abord les, les participants au marché, des particuliers qui sont dans un groupe qu'on appelle Wall Street Bet et sur une plateforme de forum de trading où ils essayent d'exécuter des achats et de ventes des actions sur le marché américain. Il y a en fait un leader du groupe qui a eu comme une fuite d'informations disant que, hey, il paraît que les hedge funds sont en train de vouloir vendre à fond GameStop, n'est-ce pas? Et là, du coup, sachant qu'il y avait une grande partie de participants qui sont en fait d'abord des gamers, des joueurs de jeux vidéo, et qui se sont intéressés au marché financier pendant la période de la pandémie, ils ont dit non, on ne peut pas laisser tomber GameStop. GameStop, c'est une entreprise qui vend en fait les jeux vidéo, et elle avait l'habitude de faire la pratique que les gamers viennent tester les jeux vidéo sur place afin de pouvoir maintenant décider d'acheter ou pas. Et avec la pandémie, il était plus difficile donc de pratiquer l'achat-vente. Et donc, du coup, sachant que avec la pandémie, les ventes de GameStop avaient baissé, il y a ce qu'on appelle des shorters, les hedge fund shorters sur les marchés qui n'ont que pour spécialité de pouvoir faire des ventes des entreprises jusqu'à ce que l'entreprise meure totalement sur le marché. C'est-à-dire la valeur de l'entreprise tombe à zéro carrément. Et les gamers ayant entendu cela, ils ont dit non, si on laisse ceci, ça va faire couler GameStop et donc du coup, ce sera chaud pour nous. Et c'est ce qui les a poussés en fait à faire comme une collusion, une entente, afin de pouvoir acheter tous ensemble le prix, les actions de GameStop. Et ça a fait flamber carrément le prix de GameStop partant de 40 $ l'action à presque 400 $. Et après, il y a Elon Musk qui a fait des tweets sur GameStop et qui a poussé les gens à davantage acheter. Par exemple, tout récemment, Elon Musk a encore fait un tweet sur plutôt Dogecoin, qui est en fait un altcoin, une monnaie, une crypto-monnaie alternative, et qui a poussé encore les gens à acheter. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui même, pendant le Super Bowl, les gars ont acheté énormément. Dogecoin s'est monté à presque 40 à 50%.
Vous imaginez un peu un seul instant. Donc, vous voyez en fait l'effet mouton, c'est-à-dire il y a des gens qui ont juste observé le phénomène et le phénomène GameStop a tellement interpellé puisque ça a fait perdre des milliards de dollars aux hedge funds, aux grosses banques, grosses entreprises. Ça a tellement interpellé, ça a passé dans toute la scène internationale au point où beaucoup d'amateurs, de traders amateurs ont donc du coup compris que hey, peut-être il est intéressant d'acheter GameStop et les gars sont tombés à l'effet mouton, commençaient à acheter GameStop dans tous les sens parce que peut-être Elon Musk a tweeté dessus ou alors acheter Dogecoin parce que Elon Musk a tweeté dessus en disant que hey, si GameStop atteint 1000 $ la share, je vais peut-être poster par exemple je vais poster le logo de GameStop sur ma prochaine fusée et là, lancer dans l'espace. Ça, c'est quelque chose qui a été très amusant dans la scène. Donc, du coup, vous voyez un peu l'effet mouton, juste pour caractériser. Et il y a pas mal d'exemples comme ça qui se sont manifestés pendant cette période-ci. Par exemple, avec le phénomène WhatsApp, il y a Elon Musk qui a tweeté disant que use Signal. C'est-à-dire, il a dit allons sur Signal. Dès lors qu'il a tweeté cela, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché? Il y a eu un boom sur une action qu'on appelle Signal, qui n'était même pas déjà l'action Signal enfin l'action relative à l'entreprise dont Elon Musk parlait. Donc il y avait juste une entreprise qui s'appelait aussi Signal sur le marché. Les gens sont allés chercher parce que Elon Musk a tweeté et du coup ils ont acheté. Il y a eu une flambée sur cette action-là direct. Et là, du coup, vous voyez que sur ce coup-là, ça a en fait directement affecté en fait euh, le phénomène mouton. Parce que dès lors que les gens ont encore observé que hey, Signal a augmenté, il y a encore des gens qui ont acheté et qui se sont retrouvés à la perte. Donc, c'est juste pour vous caractériser en fait ce phénomène mouton qui existe bien entendu sur les marchés. Voilà pourquoi il est important de maîtriser véritablement sa stratégie et de ne pas tomber sur ces effets-là. Parce que soit tu perds, soit tu gagnes gros, soit tu perds aussi gros. C'est comme ça, avec l'effet mouton. D'accord? C'est-à-dire tu n'as plus le contrôle en fait de tes stratégies. OK? Très bien. Donc maintenant, passons aux bougies, aux chandeliers. C'est quoi une bougie? Une bougie ou alors un chandelier ou alors un candle, c'est tout simplement le résumé de l'information du prix sur une période donnée et concentré en 4 statistiques principales, à savoir le prix à l'ouverture au cours de la période considérée, le prix de clôture, le prix minimal et le prix maximal qui se sont manifestés pour la période considérée. Donc, on a ici deux situations. Soit on a ce qu'on appelle une bougie haussière qui sera très souvent très souvent présentée comme une bougie de couleur verte et une bougie baissière qui sera très souvent présentée par une couleur rouge. N'est-ce pas? Maintenant, après, lorsque vous serez déjà adapté à la plateforme, vous pourrez faire des configurations à votre guise selon vos préférences. OK? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que une bougie japonaise ou un chandelier n'est rien d'autre que le résumé de l'information relative au prix sur une période donnée représentant 4 statistiques principales, à savoir le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix minimal et le prix maximal. D'accord? Pareil ici. La différence entre le prix, la bougie haussière et la bougie baissière, c'est tout simplement que lorsqu'on parle de bougie haussière, le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture. Donc, on a commencé ici avec le prix et on est monté jusqu'à ce niveau. On a clôturé à ce niveau. D'accord? Mais vous voyez très bien que lors de la période considérée, il y a eu un mouvement qui allait jusqu'ici. Il y a eu des phénomènes d'achat jusqu'ici. Et il y a eu des phénomènes d'achat-vente jusqu'ici. Ça voudrait dire que il y a eu
des personnes qui ont échangé à ce prix qui est appelé le prix maximal qui s'est manifesté pour la période considérée. Et il y a des personnes qui ont, bien entendu, acheté ou vendu à ce prix qui est appelé prix minimal. D'accord? C'est pareil ici. Maintenant, pour la bougie baissière, on aura plutôt l'effet inverse, à savoir le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture. On voit bien que le prix à l'ouverture de la période considérée, le prix était à ce niveau. Et ce qui s'est passé, c'est que le prix a donc baissé pour atteindre ce niveau. D'accord? Pour la période considérée. Et ici, quand on parle de période, il y en a plusieurs périodes qu'on peut considérer. Ces périodes sont aussi appelées unités de temps ou alors time frame. OK? On pourra avoir le 1 minute, c'est-à-dire cette bougie-là représente en fait le mouvement du prix, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé pendant 1 minute, c'est-à-dire une bougie va représenter 1 minute à chaque fois. OK? Ou alors on va avoir l'unité de temps 5 minutes, c'est-à-dire on a un résumé plutôt sur l'échelle de 5 minutes. OK? Ou alors on aura le changement en 15 minutes. Ou alors 30 minutes, 1 heure, 4 heures, journalière, daily, ou alors weekly, ou alors monthly. C'est-à-dire, quand je dis daily, c'est journalière. Quand je dis weekly, c'est hebdomadaire. Quand je dis monthly, c'est mensuel. OK? Donc, l'unité de temps maximale qu'on a en général, c'est le mensuel. Et l'unité de temps minimale qu'on a dans la majorité des plateformes, sur la majorité des plateformes, c'est la minute. Ça, c'est pour les traders particuliers en général. OK? Mais pour les hedge funds et ceux qui font ce qu'on appelle du high frequency trading, ils vont très souvent utiliser des unités de temps beaucoup plus inférieures, c'est-à-dire les ticks ou alors les nanosecondes. OK? Donc, il est important de savoir qu'on va se résumer en général sur ces unités de temps-ci. OK? Et on ne va pas aller beaucoup plus loin puisqu'on est des traders particuliers et donc du coup, on n'a pas assez d'outils afin de pouvoir utiliser les nanosecondes. OK? Et en fait, comme je disais tantôt, le prix donne 4 statistiques. Ça, je l'ai déjà évoqué, je ne vais pas me répéter. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que chaque fois, une bougie représente 4 statistiques. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix maximal, le prix minimal. Et lorsque la bougie est haussière, le prix d'ouverture est inférieur au prix de clôture. Et lorsque la bougie est baissière, le prix d'ouverture est supérieur au prix de clôture. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle bid-ask spread. Le bid n'est rien d'autre que le prix maximal pour lequel l'acheteur le mieux offrant est disposé à payer à l'échange. Par contre, le ask n'est rien d'autre que l'offre minimale dont le vendeur est prêt à accepter à l'échange. D'accord? Et comme on a un ensemble de vendeurs, un ensemble d'acheteurs, on va avoir donc ce qu'on appelle un matching entre le meilleur bid et le meilleur ask. Et l'écart qui va se manifester entre le bid et le ask n'est rien d'autre que le spread. Okay? Le spread est en fait comme le coût que, en général, l'on va devoir payer à l'effet de passer un ordre d'achat ou de vente. Parce qu'en réalité, le market maker ou alors le broker va en fait te facturer pour pouvoir te donner accès déjà à la liquidité. D'accord? Donc, c'est le coût que tu seras en train de payer à l'effet de pouvoir passer tes ordres d'achat, de vente. Et donc, du coup, sur une plateforme, un ordre d'achat est effectué au prix du ask, n'est-ce pas? Et un ordre de vente est effectué au prix du bid. Tout simplement parce que l'on paye ce qu'on a appelé spread. OK? Donc ici, sur ce slide, on va avoir par exemple ces boutons-ci qui représentent en fait le bid et le ask, n'est-ce pas? Donc, ces boutons représentent en fait le bid et le ask. On a dit
le bid, en fait, on vend à quel prix? Lorsqu'on vend, on vend au prix du bid. Donc, le bid n'est rien d'autre que ce prix ici. Et le ask n'est rien d'autre que celui-ci. D'accord? C'est la même chose ici. OK? Le bid et le ask. OK? Et donc, la différence entre les deux nous donne ce qu'on appelle le spread. Donc, c'est le montant d'argent que tu vas payer au broker à l'effet de pouvoir passer ton ordre d'achat. OK? Très bien. Et à côté de cela, il peut y avoir des commissions supplémentaires que le broker peut fixer à chaque fois. Donc, tout ceci dépendra bien entendu du broker parce qu'en réalité, chaque broker a ses partenariats, avec des autres liquidity providers et du coup, ça dépendra véritablement du deal qu'ils ont pu fixer. Et comme lui aussi, là pour faire de l'argent, il doit également fixer en fonction de son deal qu'il a eu avec les autres fournisseurs de liquidités. OK? Voilà. Donc, du coup, on passe au long, short, bullish, bearish. Quand on dit qu'on est long, ça voudrait tout simplement dire que on a placé un ordre à l'achat. C'est-à-dire on a fait une anticipation que le prix va augmenter. Du coup, on place un ordre d'achat suite à cette anticipation-là. OK? Alors, par contre, lorsqu'on va dire qu'on a placé un ordre short, ça voudrait tout simplement dire qu'on a placé un ordre de vente à découverte. Vente à découverte, tout simplement, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Déjà, il faut comprendre que sur le marché financier, on peut gagner que le prix soit à la baisse ou à la hausse. Ça, c'est possible. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est comprendre en fait le phénomène de vente à découvert. Pour vous donner l'idée très simple, c'est que je vais vous faire imaginer que vous êtes un vendeur de vêtements à Mokolo dans un marché en Afrique, au Cameroun ou à Yaoundé. Okay? Ou en Kouloulou, au marché central, comme vous voulez. N'est-ce pas? Si vous vendez des vêtements et que, imaginez un seul instant, il y a les fêtes qui approchent et que vous n'avez pas en fait assez de capital pour pouvoir acheter les marchandises, des vêtements d'enfants, par exemple, pour les fêtes de Noël. Vous avez un fournisseur qui a les vêtements. Vous lui dites, hey, monsieur le fournisseur, prête-moi des vêtements, je vais essayer de les faire vendre. Mais avant qu'il ne te les prête, tu lui demandes en fait à quel prix tu fixes tes vêtements pour les enfants. Il va te donner en général son prix, bien entendu. Ce que tu fais, tu vas vendre malgré le fait que tu n'as pas acheté la marchandise. Tu prends un crédit, tu le vends et tu fais ton bénéfice sur la vente et tu lui remets maintenant le montant d'argent qu'il t'avait fixé comme prix d'achat. Ça, ce qu'on appelle en fait une vente à découvert. Ceci est également possible sur les marchés financiers. Donc, sur les marchés financiers, on pourra également faire ce qu'on appelle une vente à découvert qui consiste tout simplement à faire comme un dropshipping, c'est-à-dire la vente d'un produit qu'on n'a pas, qu'on a pris à crédit, on doit payer des intérêts et que dès lors qu'on l'a vendu, bien entendu, on vient payer tout simplement le prix. En fait, on vient payer en fait le broker au prix de la journée en cours de l'échange. C'est-à-dire une fois que la vente a été faite. Et c'est comme ça que vous faites votre profit. OK? Et quand on va dire que le marché est bullish, ça voudrait tout simplement dire que le prix est en train de manifester une tendance haussière sur une période donnée. D'accord? Et quand on parle de marché bearish, ça voudrait tout simplement dire que le prix ou alors le graphique du prix est en train de manifester une tendance plutôt baissière. Et les mots bullish, bearish viennent tout simplement de bull
pour bullish, qui veut dire taureau. Et ou est bear pour bearish, comme pour dire ours. Ok? Et l'histoire est très simple, c'est que en général, le taureau attaque par les cornes et donc du coup, il a tendance à lever la tête. Et quand il lève la tête, ça traduit tout simplement l'effet montant, c'est-à-dire ça traduit la hausse. Par contre, l'ours a tendance à faire une attaque avec les bras, c'est-à-dire il a tendance à battre les bras vers le bas. C'est-à-dire il abat en fait son adversaire en renvoyant les bras de force vers le bas, bien sûr. Et du coup, ça se traduit bien entendu par une baisse. On voit bien qu'il y a un phénomène de baisse, de pression à la baisse. Ok? Donc voilà. Bien, entrons maintenant dans la question du prix, du PIP. Alors, c'est quoi donc un PIP? Le PIP n'est rien d'autre que la plus petite unité de base de variation du prix d'une paire de devises qui est bien entendu évaluée à la 4e décimale pour la majorité des paires de devises et à sa 2e décimale pour les paires de devises dont la monnaie de cotation est le yen japonais. C'est-à-dire pour la majorité des devises, on va aller jusqu'à 4 décimales, mais pour les paires de devises où on a le yen japonais comme monnaie de cotation, on va s'arrêter à 2 décimales. Donc, on a ici quelques exemples pour bien comprendre les choses. C'est que lorsque on regarde, lorsqu'on prend l'exemple du USD CAD, par exemple, okay? N'est-ce pas? Lorsqu'on dit que le prix du USD CAD est passé de 1.3060 à 1.3100, alors ça voudrait dire que le taux de change a expérimenté quoi? Une hausse. C'est passé de 30,60 à 30,31. En fait, le PIP ici traduit en fait la valeur de la 4e décimale. Quand on dit la plus petite unité à la 4e décimale, ça voudrait d'abord dire d'entrée de jeu qu'il s'agit ici de 0.0001. Un PIP. Ça, c'est pour les paires ordinaires telles que le USD CAD, Euro USD, GBP CAD, GBP USD et bien d'autres. Mais dès lors qu'on a GPY comme monnaie de cotation, c'est-à-dire le yen japonais comme monnaie de cotation, alors un PIP, dans ce cas, sera égal à 0.01. D'accord? Et là, du coup, les calculs vont changer en fonction de la paire de devises qu'on aura à faire. Donc, pour toute autre paire, on va avoir à utiliser que un PIP, c'est ça. Et pour toute paire dont la monnaie de cotation est JPY, on va utiliser plutôt ce contexte-ci. Prenons maintenant l'exemple pour voir comment est-ce que on calcule un PIP. OK? On prend l'exemple du USD4. On suppose que le USD4 passe de 1.3060 à 1.3100. Alors, le taux de change a expérimenté une hausse, comme je disais tantôt, de 1.3100 moins 1.3060, qui fait en fait une hausse de 0,0040 points. N'est-ce pas? En valeur absolue. Donc, le USD4, on va dire que le USD4 a expérimenté une hausse de, on va faire le 0,040 ici, le 0.0040 fois 10 000 pour avoir le nombre de PIP. OK? Donc, en faisant 0.0040 fois 10 000, ça nous donne 40 PIP. D'accord? Donc, on voit qu'il y a eu une hausse de 40 pips. C'est ainsi qu'on va le dire de manière régulière, c'est-à-dire dans le jargon régulier. On va dire que le USD4 a expérimenté une hausse de 40 pips. Tout le monde va comprendre qu'on a déjà fait des calculs et tout. C'est cette évolution-là.
OK? Le calcul est vite fait. Même chose ici. Lorsque le USD CAD passe de 1.3060 à 1.3030, alors le taux de change a baissé en valeur absolue. C'est-à-dire, on est passé de 1.3060 à 1.3030, enfin, oui, qui nous donne donc une baisse de 0.0030, ce qui se traduit donc par une baisse de 0.0030 fois 10 000, donc 30 pips. Donc, voilà comment on calcule en fait les variations en termes de pips d'une paire de devises qu'on analyse sur les marchés. D'accord? Ok. Ensuite, il est important de voir maintenant clairement de quoi il s'agit quand je parle de pip. Donc, on voit maintenant ici qu'on a le USD, le USD CAD, où on suppose que le prix est égal à 1.3063. Ici, je traduis encore que USD, c'est la monnaie de base, CAD, c'est la monnaie de cotation, ça on le sait déjà. Et maintenant, le PIP, ce n'est rien d'autre que cette valeur-là, la valeur à la 4e décimale. OK? En général, sur les plateformes, on va avoir affaire à ce type de, ces 5e valeur-là après la décimale, qui est appelée PIP fractionnel, qui n'est rien d'autre que une autre valeur, mais qui n'est pas très considérée en général par les calculs lorsque on évalue les variations des monnaies. OK? Donc, du coup, on va se limiter essentiellement à la 4e décimale pour nos calculs de PIP. Ça, c'est à retenir. Donc, du coup, ici, comme je disais tantôt, la monnaie de base, bon, ça, on l'a déjà fait, je l'ai déjà interprété. La monnaie de base a une valeur de 1 dollar américain qui équivaut à 1.3063 dollars canadiens. Ça, c'est, voilà comment on va lire. 1.3063 dollars canadiens. Malgré qu'il y ait le 3 ici, on ne va pas le regarder. Donc, voilà. J'ai fini ici. Maintenant, on passe à une paire dont la monnaie de cotation est le yen japonais. Et pour le cas ici, on a le CHF JPY. CHF ici, ce n'est rien d'autre que le franc suisse. OK? Donc, on suppose que le franc suisse contre le yen japonais est évalué à 116.436. Ici, le PIB n'est rien d'autre que la valeur située à la 2e décimale de notre chiffre, voilà, de notre nombre. Okay? Et là, ici, on néglige le 6, c'est-à-dire l'élément qui est à la 3e décimale. Et on va dire tout simplement que la paire CHF JPY vaut tout simplement 116.43 yens japonais. OK? Donc ici, on fait le même calcul pour le calcul de PIB, c'est-à-dire si le CHF JPY passe de 116.43 à 116.53, alors il y a eu une augmentation de 10 pips parce qu'on fait tout simplement le calcul ci et on multiplie plutôt par 100 et non par 10 000, rappelez-vous. Parce que on a dit il y avait les JPY, c'est 0,01. Donc on va multiplier par 100 pour avoir le nombre de pips. Par contre, pour les autres paires, on va multiplier par 10 000. Il faut bien maîtriser ce calcul-là. OK? Donc, voilà. En général, pour un lot, le lot, on va le voir plus tard. J'aurais dû mettre ce slide un peu plus tard, mais en réalité, ici, on va, en général, en trading, on va parler de ce qu'on appelle lot. Le lot n'est rien d'autre que la quantité standard que l'on a l'habitude d'acheter sur les marchés en termes de devises. Donc, quand on dit un lot standard, ça voudrait dire, si on dit que tu as acheté un lot standard, ça voudrait tout simplement dire que tu as acheté 100 000 valeurs de base de la paire de devises. 100 000 unités de la valeur de base, pardon, 100 000 unités de la monnaie de base de ta paire de devises. C'est-à-dire, si on a l'euro USD, on dit que tu as acheté un lot standard en euro USD, ça voudrait dire que tu as acheté 100 000 euros de la paire de devises. Pareil ici, si on prend le catch CHF,
Si on dit que tu as acheté un lot standard de 4 CHF, ça voudrait seulement dire que tu as acheté 100 000 dollars canadiens de cette paire de devises-là. OK? Et du coup, pour les 4 premières, ici, un pip n'est rien d'autre que 0.0001. Tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Par contre, lorsque la monnaie de cotation est déjà le GPY, qu'est-ce qui se passe? Un pip est égal à 0.001.01. Tout simplement. That's all. OK? Très bien. Donc, du coup, on va maintenant comprendre ce que c'est qu'un lot. On va entrer plus en détail. Donc, un lot n'est rien d'autre que l'unité de mesure de la quantité de devises achetées ou vendues sur le marché par un participant. Donc, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer en fait quelle est la quantité que j'ai achetée, quelle est la valeur de mon PIB dans ce contexte-là et quel est le risque que j'encours à l'effet d'acheter cette monnaie-là. OK? Donc, cette valeur permet en fait aux participants du marché de maîtriser les contrats d'achat et de vente en termes de quantité. Donc, ça permet de faire une mesure stricte du risque qu'on encourt à l'effet d'acheter un produit financier. OK? Donc, en général, comme je disais tantôt, un lot standard n'est rien d'autre que 100 000 unités de la monnaie de base de notre paire de devises. Rappelez-vous, quand on parle de monnaie de base, c'est tout ce qui est à gauche là, n'est-ce pas? Et quand on parle de monnaie de cotation, c'est tout ce qui est à droite. OK? Voilà. Donc, on va distinguer en fait 4 types de lots. Il y a le lot standard, il y a le mini-lot, le micro-lot et le nano-lot. La taille de lot est un paramètre très important, comme je disais tantôt, dans le processus de calcul du risque qu'on encourt à l'effet de faire un achat ou une vente. OK? Et donc, du coup, lorsque on va se positionner sur le marché, on va devoir définir la quantité qu'on va acheter. OK? Et en fonction du lot qu'on aura à choisir ou de la fraction de lot qu'on aura à choisir, la valeur du PIB va en suivre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on achète plutôt un lot standard, qu'est-ce qui se passe? Se passe qu'on achète en fait 100 000 unités de la monnaie de base de notre paire. Et donc, du coup, dans ce contexte-là, un PIB vaut 10 dollars. Lorsqu'on parle de mini-lot, ça voudrait dire qu'un lot standard vaut 10 000 unités de base de notre paire de devises. Et du coup, un PIB ici vaut 1 dollar. Par ailleurs, si on achète plutôt le micro-lot, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait tout simplement dire qu'un lot standard vaut 1000, un micro-lot vaut 1000 unités de base. Okay? Donc, et dans ce contexte, un PIB vaut 0.1 dollar. Et quand on va parler de nano-lot, on va dire que le lot ici, un nano-lot vaut 100 unités de la monnaie de base et du coup, on aura la valeur du PIB évaluée à 0.01 dollar. Donc, ceci va varier en fonction en général des plateformes où l'on va décider de passer nos achats-ventes, n'est-ce pas? Et c'est très important de pouvoir maîtriser en fait ces éléments-là, car c'est ça qui va nous permettre de véritablement maîtriser le risque que l'on encourt à l'effet de pouvoir acheter ou vendre un produit. Ça, c'est hyper important. Donc, maîtriser, retenir ou alors, il faut à la limite imprimer cette partie-là et la coller quelque part dans vos notes que vous allez observer régulièrement afin de pouvoir dire, OK, j'achète tel montant, donc quand je fais le calcul, ça fait tel. Mais plus tard, je vous montre comment faire cela de manière automatique à l'aide d'un fichier Excel. OK? On va pratiquer comment le faire. Très bien. Maintenant, parlons de l'effet de levier. OK? C'est quoi l'effet de levier?
L'effet de levier n'est rien d'autre que un moyen permettant au broker ou alors au courtier, quand je dis broker, c'est le courtier, ou alors l'intermédiaire qui nous permet d'avoir accès aux liquidités financières. Donc, c'est en fait un outil qui va être proposé par le broker ou le courtier et qui va nous être utile à pouvoir prendre du crédit afin de pouvoir passer des achats sur le marché, des achats de devises sur le marché. Bon, pour faire un parallèle avec les effets de levier, il faut prendre tout simplement l'exemple de l'achat de maison. En général, ici en Europe, pour ceux qui sont un peu familiers à l'immobilier ou qui ont déjà eu à expérimenter l'achat d'une maison, peut-être familiale, n'est-ce pas? En général, lorsque vous voulez faire l'achat d'une maison, lorsque vous trouvez la maison que vous avez sélectionnée, on va en fait évaluer la valeur de cette maison-là en termes de monnaie, n'est-ce pas? Supposons que la maison va coûter, supposons, 300 000 dollars, n'est-ce pas? Imaginons un seul instant que vous n'avez pas en fait les 300 000 dollars en cash, n'est-ce pas? Et que vous voulez potentiellement que votre banque puisse vous aider à pouvoir supporter l'achat de cette maison-là. Et alors, ce qui se passe, c'est que la banque va vous demander un apport personnel. Cet apport personnel, n'est-ce pas, n'est rien d'autre que un certain pourcentage de la valeur de la maison que vous êtes en train d'acheter. Et le levier qui va potentiellement être pratiqué, c'est de 1 pour 10. C'est-à-dire, on va dire, OK, sachant que la maison coûte 30 000, vous devez apporter 10% de ce montant-là, qui fait en réalité 30 000. Donc, vous devez faire un apport de 30 000 pour cet investissement. OK? La même chose pour les autres investissements que vous aurez à faire dans des projets. C'est la même traduction. Donc, ici, on va parler de levier de 1 pour 10. OK? Donc, c'est la même, ce phénomène-là se manifeste exactement de la même façon sur les plateformes de trading ou alors sur les plateformes d'échange de devises, d'achat de devises, et qui consiste à dire que, OK, si vous voulez acheter par exemple un lot standard de l'euro USD, c'est-à-dire vous voulez acheter pour 100 000 dollars et que vous n'avez pas un capital minimal de 100 000 dollars dans votre compte, alors là, du coup, vous ne pouvez pas vous permettre de l'acheter, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le broker vous met à votre disposition le crédit en disant que, OK, tu peux l'acheter, mais par contre, j'ai besoin que tu me montres que tu as dans ton compte actuellement en disponibilité au moins un certain pourcentage. Supposons que le broker parle d'un levier de 1 pour 20. Lorsqu'il parle d'un levier de 1 pour 20, ça voudrait tout simplement dire que on doit, le participant ou alors le trader doit apporter 1 sur 20 fois 100, qui fait en fait environ 5% ou 50%, quelque chose comme ça. OK? Il doit apporter 50%. OK? Non, c'est 5%. Ouais. Donc, du coup, certains brokers vont jusqu'à proposer en fait des leviers de 1 sur 500. OK? Bon, je dirais tout simplement que dans ce contexte-là, l'apport personnel serait de 0,2. Donc, ces outils-là seront utiles à pouvoir nous permettre de calculer en fait quel est le montant disponible dans mon compte et qu'est-ce que je dois déployer à l'effet de pouvoir acheter une certaine quantité de paires de devises. Donc, ceci va entrer en jeu dans le contexte de la gestion de risque. C'est hyper important. Donc, il faut maîtriser déjà ces termes-là qui vont être très utiles pour la suite. OK? Et du coup, il est important, bien entendu, de comprendre que, bien entendu, plus le levier est élevé, plus le risque est également élevé. Donc, il faut savoir que lorsque le levier est élevé, le risque de gain est élevé et le risque de perte également est élevé.
Donc, voilà pourquoi il faut vraiment arbitrer sur cet aspect-là, c'est-à-dire décider véritablement quel est le levier qui m'est vraiment optimal. Mais je sais qu'en général, de 1%, de 1 pour 50 à 1%, c'est déjà correct pour pouvoir gérer assez bien un trading. OK? Et quand on parle de marge, la marge n'est rien d'autre que le fonds propre du trader, c'est-à-dire c'est le montant d'argent qui est en général soit utilisé, soit disponible. OK? Et là, du coup, ça, c'est des informations qui apparaissent directement sur votre compte lorsque vous êtes en train de passer des ordres d'achat ou de vente. Donc, ces informations sont disponibles. Ça vous permet d'avoir clairement quel est le montant d'argent qui est disponible, qu'est-ce que le trader me demande d'avoir en termes de minimum afin de pouvoir passer une certaine quantité d'achat, n'est-ce pas, pour le prochain trade que je vais faire. Et à quel niveau, à quel point je vais pouvoir soutenir ce trade, au point de ne pas perdre mon argent. N'est-ce pas? C'est des calculs qu'on va faire ensemble plus tard sur des fichiers Excel et qui seront très très intéressants à le faire. Ensuite, il est intéressant maintenant de voir comment faire le calcul du gain et de la perte. Mais avant ça, si vous êtes fatigué, prenez une pause, posez-vous, allez prendre peut-être de l'eau à boire et vous revenez recharger. Moi-même, j'ai un peu soif, donc je vais un peu couper une gorgée. Voilà. Très bien. Donc, du coup, on va passer maintenant au calcul du gain et de la perte potentielle. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est quoi un PIB. On a vu tout à l'heure, c'est quoi le lot. Maintenant, il serait intéressant de voir comment est-ce que l'on calcule en fait le gain potentiel ou alors la perte potentielle sur une paire de devises lorsqu'on veut passer notre ordre d'achat ou de vente. N'est-ce pas? Alors, pour une paire de devises cotée supposée en dollars américains, c'est-à-dire la monnaie de cotation, ici c'est le dollar américain, j'ai cité un exemple ici, le l'euro USD, le GBP USD, AUD USD, NZD USD. NZD ici c'est le dollar de la Nouvelle-Zélande, AUD c'est le dollar de l'Australie. Alors, dans ce contexte-là, la valeur du PIB, la valeur d'un PIB par lot standard, bien entendu, est de 10 $. Ça, c'est des informations à retenir. OK? Mais pour avoir la valeur du PIB pour chaque paire de devises considérée, vous allez aller taper sur ce site, mataf.net, n'est-ce pas? Avec ses extensions. Donc, vous pouvez faire une pause, récupérer ça et utiliser ce site-là afin d'avoir le tableau qui va en suivre. N'est-ce pas? Lorsque vous aurez tapé ça sur votre page Google sur ordinateur, je conseille, vous aurez à voir ce tableau-là qui vous donne pour chaque paire de devises la valeur d'un PIB en dollars, la valeur d'un PIB en euros, la valeur d'un PIB en livres sterling. C'est-à-dire, si tu es par exemple situé aux États-Unis, tu vas très souvent en général utiliser le dollar américain dans tes calculs. Et donc, du coup, pour ce contexte-là, si jamais tu es en train de trader, supposons, le AUD CAD, c'est-à-dire le dollar australien contre le dollar canadien, alors là, du coup, il faut retenir que la valeur d'un PIB tourne autour de 7,6. Par contre, si tu es en Europe et que tu utilises habituellement l'euro, tu vas t'attendre à ce que la valeur d'un PIB en AUD4, c'est 6,47. Et pareil pour ceux qui sont en Angleterre, c'est 5,76 livres sterling. Et on va faire pareil pour chaque paire. Donc, pour les paires qu'on va sélectionner, on pourra donc constituer un petit tableau simplifié parce qu'on ne peut pas trader tous les paires de devises. Et d'ailleurs, ce sera l'objet du chapitre prochain. D'accord? Donc, revenons dans l'exemple du calcul. J'étais en train de présenter le tableau pour les valeurs de PIB. Donc, le calcul du gain et de la perte espérée, rappelons la formule ici, c'est égal au nombre de PIB qui va se réaliser potentiellement, que ce soit en termes de gain ou en termes de perte, fois le nombre de lots qu'on a pu placer en termes d'achat-vente, c'est-à-dire la quantité qu'on a pu
acheter, le nombre de packages qu'on a pu acheter, ou de lots, disons ça simplement comme ça, parce que le lot, c'est simplement 100 000 $. Et non, maintenant, la valeur monétaire du PIB qu'on a vu dans ce tableau-ci. Et ici, au slide suivant, n'est-ce pas? Donc, ces éléments-là, ces paramètres seront utiles. Donc, prenons l'exemple de USD4. Supposons que on anticipe que le USD4 va passer de 1.3060 à 1.3100, n'est-ce pas? Alors, ça voudrait dire que le USD4 aura expérimenté une hausse de 40 pips. Ça, on l'a vu dans un exemple précédent. Et si on achète un lot standard de cette paire de devises en anticipant, bien entendu, cette hausse-là, quel serait le gain potentiel? Le gain potentiel ici n'est rien d'autre que, on a dit, le nombre de pips qui va être potentiellement réalisé, qui est 40 pips, fois la valeur monétaire d'un pip. On a dit que dans le contexte où on a le CAD, la valeur monétaire d'un pip n'est rien d'autre que 7,7 $ américains, si on évalue en dollars américains. Donc, on a ceci. Et on a dit ceci, on achète un lot standard. Donc, du coup, on a un lot standard ici. Ce qui fait que on fait donc le produit des trois qui nous donne 306 $ américains. Et que l'on peut donc, pour quelqu'un qui est au Canada, peut convertir ceci en les 306 en dollars canadiens qui lui donne 400 $ canadiens. OK? Donc, rappelons ici la valeur d'un PIP en lot standard. Je dis bien en lot standard pour le USD4 est de 7,7 $. C'est presque la même chose que celui-ci. Donc, ça tourne autour de la même chose. D'accord? Parce qu'en réalité, on évalue la valeur en monnaie de cotation ici. La valeur du PIB monétaire. OK? Très bien. Donc, du coup, on a fait le calcul. On peut refaire le même calcul plutôt pour une autre approche. Maintenant, cette approche est assez intéressante parce que, pour ma part, elle est assez intuitive parce qu'elle vous montre en fait le mécanisme qui se déroule derrière lorsqu'on passe un ordre d'achat. Puisque, rappelez-vous, on fait intervenir en fait deux paires de devises. Donc, quand on dit j'achète euro USD, qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment le mécanisme, comment ça se déroule en fait de manière plus ou moins claire? N'est-ce pas? Alors, on revient encore sur notre exemple qu'on a rappelé ici. On a dit, imaginons que nous avons anticipé que le USD4 va passer de 1.3060 à 1.3100. Ça voudrait dire que l'on décide d'anticiper cette hausse et on va acheter en fait un lot standard. OK? Alors, si on fait une telle anticipation, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire tout simplement que lorsque le USD4 est à 1.3060, on dit on va acheter parce qu'on anticipe la hausse. Mais lorsqu'on achète, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On achète en fait des USD. Mais pour les obtenir, qu'est-ce qu'on fait? On doit débourser des dollars canadiens. OK? Sachant que la valeur ici du prix est de 1.3060 et qu'on achète un lot standard, c'est-à-dire 100 000 $, alors du coup, pour avoir les 100 000 $, c'est-à-dire pour acheter les 100 000 $ USD, on doit déployer en fait 130 600, c'est-à-dire on fait 130 600, enfin on fait 1.3060 fois 100 000, n'est-ce pas? Qui nous donne en fait des 130 600 $ canadiens à débourser afin de pouvoir obtenir les 100 000 $ USD. Une fois qu'on a fait l'achat,
n'est-ce pas? On détient déjà des USD parce que, OK, on a anticipé la hausse. Une fois que maintenant que le prix de USD4 passe à atteindre les valeurs de 1.31100, ce qu'on fait, c'est que on va vendre maintenant, quoi? On va vendre des USD. Et on va recevoir en contrepartie des dollars canadiens. OK? Et ça se matérialise dans notre tableau de comptable ici en disant que, OK, comme on vend des USD, c'est-à-dire ça sort de nos caisses, moins 100, on écrit moins 100, et on reçoit donc en retour, puisque le taux de change ici est maintenant de 1.3100, on multiplie par 100 000, ça nous donne 131 000 ici. Donc, on encaisse 131 000 dollars canadiens. Maintenant, quand on fait la somme des colonne par colonne, on va obtenir 0 ici, n'est-ce pas, en termes de résultante. Mais ici, de l'autre côté, on va obtenir 400 dollars canadiens, n'est-ce pas, qui nous donne exactement la même chose qu'on a obtenu ici. Donc ici, vous voyez qu'en réalité, quand on dit on achète le USD4, ça voudrait dire tout simplement qu'on a effectué deux opérations successives. Donc, achat-vente. OK? Il faut être très concentré ici afin de pouvoir maîtriser le truc. Donc, on a deux opérations. Une première opération qui consiste à acheter des USD. Pour cela, on doit débourser des dollars canadiens. Donc, dans notre tableau de compte, on reçoit en fait 100 000 USD. Mais pour cela, on doit débourser 130 600 dollars canadiens parce qu'on achète un lot standard qui est évalué à 100 000 dollars US. N'est-ce pas? Et maintenant, la deuxième opération consiste à faire la vente. Donc, on vend maintenant des USD et on reçoit des dollars canadiens. Et on fait encore on note encore ceci dans notre tableau de compte. Et après, on fait la somme par colonne pour obtenir tout simplement le résultat. Et du coup, ce qu'on fait par la suite, c'est que on a gagné 400 dollars canadiens dans ce cas-là. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pendant toute l'opération, on n'a pas parlé d'effet de levier. Ça voudrait dire que pour pouvoir réaliser ce profit de 400 dollars canadiens, il a fallu débourser au minimum 130 600 dollars canadiens de notre compte. Donc, il fallait que dans notre compte, on voit bien qu'on a 130 600 qu'on a pu injecter en termes de capital fonds propres par nous-mêmes. Ce qui est en général presque impossible pour la majorité des particuliers. En général, les particuliers n'ont pas 130 600 ou peut-être plus à débourser comme ça là d'un coup, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi les effets de levier interviennent. Donc au lieu de 130 000, on va peut-être avec 5 000 pouvoir acheter, faire le même achat et réaliser le même profit. OK? Donc, voilà où joue donc l'effet de levier. Parce qu'en réalité, si sans effet de levier, on réalise en fait un profit de 400 dollars sur ce montant de départ, donc du coup, un profit de 0,30%. Par contre, lorsqu'on introduit l'effet de levier, qui nous permet donc d'emprunter un peu au broker, d'acheter d'abord cette quantité et puis lorsqu'on réalise le profit, on revend et on rembourse au broker, bien entendu, de manière totalement automatique, c'est rapide. C'est pas qu'on appelle quelqu'un, hein, c'est automatique. Dès que tu as cliqué le bouton, c'est terminé. C'est en un coup. OK? Et là, du coup, on voit que pour le même montant, si le levier était à, ça c'est 130 000, si le levier était à 1 pour 500, alors du coup, on aurait dû débourser plutôt 260 dollars juste pour gagner les 400. Et si le levier était à 1 pour 20, on voit qu'on aurait dû débourser plutôt, déployer, quand je dis débourser, c'est déployer, mettre à la disposition notre capital 6700 dollars canadiens afin de pouvoir réaliser le même profit. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, on a un deuxième exemple qui propose plutôt une opération à la vente,
n'est-ce pas? Ou on dit qu'on anticipe en fait que le USD4 va baisser et passant de 1.3060 à 1.3000. Donc, du coup, on suppose que on va acheter un lot standard dans nos opérations achat-vente. OK? Alors, pour réaliser cette opération d'achat-vente, qu'est-ce qu'on fait? La première étape, c'est que lorsque le prix de USD4 est à 1.3060, alors on va donc vendre, puisqu'on anticipe la baisse, on vend donc des dollars américains pour recevoir des dollars canadiens. Et sachant que le taux de change est évalué à 1.3060, alors on va voir que la valeur en termes de dollars canadiens qu'on va recevoir en cet instant-là, c'est 130 600. Parce que, sachant qu'on achète un lot standard, on achète en fait 100 000 ou 100 000 dollars USD. OK? Ensuite, lorsque le prix passe à 1.3000, qu'est-ce qui se passe? On va maintenant acheter des USD, n'est-ce pas? On achète des USD et pour les avoir, on dépense en fait combien? On dépense 130 000 dollars canadiens. Parce que, rappelez-vous, le taux de change est ici à 1.3000 multiplié par 100 000 qui nous donne ça. Donc, du coup, dans notre compte, on crédite 100 000 et on débite 130 000 canadiens. Et là, du coup, on fait la somme, colonne par colonne, et on obtient 600 000, pardon, 600 dollars canadiens. Et voilà, donc voilà un peu l'opération, quoi. Et on obtient naturellement notre profit réalisé. Donc, ceci vous permet de voir un peu le mécanisme qui se cache derrière cette opération. Cet effet d'acheter, de vendre des paires de devises. Voilà. Ensuite, on peut maintenant, je vous invite bien entendu à refaire ce calcul-là. Donc, si ça ne va pas, vous mettez pause et vous reprenez en fait. C'est très important. Ça va être utile à chaque fois que vous aurez à calculer le risque espéré et le gain espéré, n'est-ce pas? Pour chaque passage d'ordre d'achat, vente que vous aurez à faire. C'est très, très important. D'ailleurs, j'ai préparé quelques exercices à ce sujet-là que vous pourrez juste faire afin de pouvoir voir si jamais vous maîtrisez, et je vous demanderai de mettre vos résultats en commentaire, bien entendu. Donc, on va voir ça à la fin. Alors, la marge, je crois que j'ai parlé de la marge, si je ne me trompe pas. Je crois que j'en ai parlé, si je ne me trompe pas. Mais pour juste rappeler, c'est juste le fonds que tu dois avoir à ta disposition à l'instant T où tu veux passer ton trade. Donc, c'est les fonds propres du trader. Et on en distingue deux types. Il y a la marge déjà utilisée, c'est-à-dire peut-être que vous avez un achat-vente qui est en cours. Ça a demandé que tu déploies une partie de ton capital. Donc, cette partie de capital qui est déjà, disons, déployée pour l'achat-vente qui est en cours, qui n'est pas encore clôturée, est appelée marge utilisée. Par contre, la marge disponible, c'est celle qui est non utilisée. OK? Et la somme des deux vous donne en fait votre capital, votre balance, votre capital, OK, actuel. Oui, la marge disponible est encore appelée le capital latent. OK? Donc, on finit maintenant avec les CFD. Et comme je disais au premier chapitre, les CFD ne sont rien d'autre que les Contract for Difference. Ce n'est rien d'autre qu'un contrat que vous fixez avec votre broker ou alors votre courtier sur un actif particulier, disant que, OK, si jamais le prix d'une devise ou alors d'un indice ou alors d'une action augmente d'une certaine valeur, alors du coup, le broker devra me payer au différentiel par rapport au prix qui a été varié, enfin, par rapport à la variation qui a été effectuée sur le prix. D'accord? Et l'effet inverse, si jamais mon scénario est invalidé par le marché. D'accord? C'est-à-dire, au lieu que, bon, si j'avais peut-être anticipé la hausse et que le marché va plutôt à la baisse, c'est-à-dire mon scénario est invalidé.
Et là, du coup, en général, je paye aussi le différentiel au broker. Et donc, du coup, l'avantage des CFD, c'est que, en général, ça coûte 10%. Des contrats qui coûtent en fait 10% de l'indice de départ ou alors de l'instrument de départ ou de l'actif de départ. Et quand on parle de CFD, les CFD sont des produits qui sont essentiellement proposés par chaque broker. C'est assez populaire. Et les prix sont en général peuvent varier légèrement en fonction du broker parce que, comme je l'ai dit tantôt, les brokers, ils achètent également de la liquidité ou alors ils ont du déploiement matériel qui leur permet d'avoir accès à la liquidité, ce qui leur coûte de l'argent et donc du coup, en fonction de ce qu'ils ont à payer en termes de coûts là-bas, ils doivent fixer également des prix sur ce type de produits-là. Ces produits-ci sont mis sur le marché tout simplement parce que, en général, la majorité des gens ne sont pas capables de pouvoir acheter soit les indices, soit les actions. Quand je parle d'indices ici, c'est un panier de biens, c'est un panier, pardon, d'actions. D'accord? C'est un panier d'actions, c'est-à-dire un groupe d'actions qu'on a identifié. Et quand on parle par exemple du S&P 500, ça représente en fait les 500 plus grandes entreprises ou alors les 500 plus grandes capitalisations boursières des États-Unis. On va parler par exemple du Nasdaq 100. On va parler du Nasdaq 100. On va parler du Dow Jones. On va parler également, ou alors US 30. Bon, le US 30, c'est sa version en termes de CFD. OK? On va parler aussi du DAX 30 en Allemagne, qui représente les 30 plus grandes entreprises d'Allemagne. Dow Jones, c'est les 30 plus grandes entreprises. DAX 30, c'est les 100 plus grandes entreprises dans le secteur technologie aux États-Unis. Et on va parler du CAC 40 en France, les 40 plus grandes entreprises en France. OK? Donc, en général, si par exemple le prix du DAX est de 13 500, son CFD va être évalué à environ 1300. OK? Oui, 13 500, non, 1350. OK? Donc, ça vaut 10% de la véritable valeur de l'indice. OK? Donc, voilà un peu en résumé. Et pour les CFD, on va faire un calcul clair et net sur comment est-ce que les marges sont calculées, comment est-ce que je vais appeler ça comment, les, les, les risques sont calculés, les tailles de l'eau sont calculées pour les CFD et on va le faire également pour les actions. Ça, c'est pour les chapitres précédents, pour les chapitres suivants, pardon. Et donc, du coup, on arrive à la fin de ce chapitre. Je suis super content qu'on soit arrivé à ce niveau. Et avant de se quitter, je voulais en fait que on attaque, je voulais en fait te présenter un petit exercice que tu vas faire afin de pouvoir mieux comprendre le calcul des gains-pertes, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on a fait ici, gain espéré, perte espérée. Donc, je voudrais te donner tout simplement deux exemples sur lesquels tu vas devoir t'exercer à l'effet de pouvoir calculer cela, n'est-ce pas? Ici, je prends par exemple, disons, le on va prendre quoi? On va prendre l'euro USD. On va prendre l'euro USD, oui. Prenons l'euro USD. Supposons que l'euro USD. Supposons que l'on anticipe. On anticipe que homework. On anticipe que l'euro USD va passer à une hausse de 1,1153 à 1,11, disons 1,1200 par exemple, n'est-ce pas? C'est passé, ça a réalisé une hausse de 1,1153 à 1,1200, n'est-ce pas? Donc, ça a réalisé une hausse. Vous allez me calculer le nombre de pips réalisés, n'est-ce pas? Le nombre de pips.
Vous allez me calculer également le gain espéré. N'est-ce pas? Le gain espéré en quelle monnaie? Vous allez me calculer ça en USD. Vous allez aussi me calculer cela, vous allez me le convertir en la monnaie du pays où vous vous situez. N'est-ce pas? Monnaie locale aussi. Et aussi, je prends aussi l'exemple du GBP, GPY. N'est-ce pas? GPY. On anticipe. On anticipe quoi? La baisse, n'est-ce pas? De 113.12 à 112.30. N'est-ce pas? Et je vous demande de calculer le nombre de pips réalisés à cette baisse en GPY, bien sûr. Et en la monnaie locale. Vous le mettez en commentaire, n'est-ce pas? Vous la mettez en commentaire, je vais voir, je vais essayer d'évaluer pour ceux qui sont motivés, n'est-ce pas? C'est vrai que le slide a été assez long et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et aussi, ce que je voudrais que vous fassiez aussi, très important pour moi, pour voir un peu la tendance, c'est de partager ceci avec des proches qui seraient intéressés à comprendre davantage les marchés financiers et partager ceci avec tous ceux que vous connaissez dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, likez la vidéo, ça me permet aussi, ça permet de me soutenir également. Ça permet de savoir que la communauté est intéressée. Et du coup, ça me motive davantage à peut-être produire davantage, n'est-ce pas? Et aussi, du coup, il y avait autre chose que je voulais ajouter à cet exercice, en fait, qui m'échappe un peu. Mais je voudrais que vous travaillez sur ceci et vous calculez, voilà, j'avais oublié la taille de lot à utiliser. Donc, vous devez supposer que vous allez utiliser le lot standard. Mais vous allez également utiliser le mini lot. D'accord? Voilà. Donc, si vous faites ces deux exercices et vous les trouvez, je pense que vous avez compris clairement de quoi il s'agit à ce niveau-là. Et ce serait vraiment super de le savoir, quoi. Donc, faites-le et mettez-le moi en commentaire ou alors écrivez-moi par mail, écrivez-moi soit aussi par Facebook, n'est-ce pas? Mais surtout, mettez-le aussi en commentaire pour soutenir la vidéo parce qu'elle a été hyper surchargée. Et ça m'a vraiment, j'ai eu beaucoup de fun à pouvoir faire cette vidéo et à pouvoir partager beaucoup d'informations ici. Et j'espère que ça va véritablement aider un maximum de personnes. Et je vous invite bien entendu à partager. Dites-moi aussi en commentaire si vous aimeriez que je vous envoie ce slide. Si vous voulez que je vous envoie ce slide, vous me dites en commentaire. Si vous avez des questions, mettez cela en commentaire et dites-le moi si vous voulez qu'on organise un live pour que j'entre en détail sur certaines parties du cours que j'ai présenté ici. Et ce serait vraiment super de se revoir pour une prochaine vidéo. Donc, je vais retourner face caméra pour conclure la vidéo et on va se dire à très bientôt pour une prochaine présentation. Ciao! Ok, très bien. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Déjà, dis-moi en commentaire ce que tu as aimé. Surtout ce que tu n'as pas compris. Ceci me permettra bien entendu de pouvoir retourner et revenir un peu plus en détail sur ces concepts-là, sur les éléments en question. Donc,
J'insiste à ce que tu puisses mettre en commentaire déjà aussi non seulement les résultats de l'exercice que j'ai présenté dans le slide, et je t'invite bien entendu aussi à me dire en commentaire les difficultés que tu as rencontrées à l'effet peut-être de comprendre un ensemble de concepts que j'ai présentés. Donc voilà. Et je t'invite bien entendu, si tu n'es pas encore abonné, à t'abonner, surtout à cliquer sur la cloche de notification parce que ça va te permettre de recevoir la suite à cette vidéo. Et aussi, je t'invite à partager la vidéo pour permettre que le plus grand nombre de personnes dans la communauté puissent maîtriser cette opportunité-là. Et bien entendu, je t'invite à rester scotché sur la chaîne et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!